Donc je te laisse la parole, David, pour animer ce panel. Merci. C'est bien le Hub Forum? C'est là? Ouais. Bien. Alors nous, on va parler de gestion des ressources humaines online, mais on va débroussailler. Donc on va enlever la formation en ligne. Qu'est-ce qu'on va enlever d'autre comme sujet? On va enlever le personal branding online. Paf, on enlève. On va enlever la gestion prévisionnelle en ligne. On enlève. La gestion de la paie sur Internet, on enlève aussi. On va se centrer sur le recrutement online. Avant cela, on va observer une minute de silence à la mémoire de la lettre de motivation. Et on va attaquer directement dans le vif. Je voudrais vous demander à chacun, dans vos spécialités, comment le web vous a un peu secoué et brutalisé, en fait. Brutaliser, le terme est un peu fort, mais vous demandez comment ça vous a secoué, comment ça vous a challengé. Qui commence? Allez, hop, le DRH de service. Parlez dedans, ça doit marcher. C'est bon? Ouais. Super. Donc bonjour à tous. Ça nous a bousculé, nous, dans le bon sens, en fait, tout simplement, parce que finalement, là où on était dans un mode très traditionnel de recrutement, effectivement, la minute de silence pour la lettre de motivation, je pense que ça fait du sens, parce qu'aujourd'hui, on n'en reçoit quasiment plus. C'est 6% de nos recrutements, c'est de la candidature spontanée, donc autant dire rien. Par contre, les job boards, c'est aujourd'hui 30% de nos recrutements, et les réseaux sociaux, c'est 4% de recrutement direct. C'est aussi des recrutements indirects parce que ça nous aide à monter des événements, à faire venir des candidats chez nous. Mais clairement, ça a bousculé dans le bon sens parce que ça nous a donné une capacité bien supérieure à celle qu'on avait de toucher des candidats potentiels. Fabrice Lacombe de chez Michael Page, c'est vous le chasseur de tête de l'étape. Oui, bonjour à tous. Comment ils font les chasseurs quand tout le monde se met sur Internet en position d'être lui-même chassé? Avant, les chasseurs de tête, c'était pour des gros directeurs. On disait « je suis chassé »,« ah, toi aussi, super, machin ». Aujourd'hui, le moindre chef de produit de 25 ans se met dans la tête qu'il est chassé et se comporte sur Internet comme s'il avait de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors bon, déjà, tout le monde n'est pas sur Internet. Je pense que Thibaut en parlera, mais il y a des populations qui sont très présentes sur Internet, d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc c'est important de le préciser. Donc il faut continuer à les chasser comme avant. Après, la chasse, c'est une méthode de recrutement. Il y en a d'autres. Elles sont complémentaires ou différentes. On peut utiliser des annonces, on peut utiliser des bases de données, on peut utiliser les réseaux sociaux. Donc, suivant les besoins, chaque recrutement étant différent, on va utiliser une ou plusieurs méthodes. Donc, le boulot du cabinet de recrutement, ou du chasseur de tête, si on veut parler uniquement de cette approche-là, c'est sur un poste de dire, voilà, il y a un contexte, une entreprise, une localisation, un salaire, une problématique, quel conseil j'apporte à mon client pour lui préconiser tel outil ou tels outils de recherche que je vais utiliser, mais dont je vais parler avec lui, en fonction de sa problématique. Donc peut y avoir le délai, par exemple. Nous, on a des clients qui peuvent nous appeler en disant il faut quelqu'un dans les 48 heures. Bon, utiliser les réseaux sociaux pour trouver quelqu'un en 48 heures, c'est compliqué. Il vaut mieux connaître les gens, les avoir rencontrés avant, avoir son propre vivier. On a des clients qui vont nous dire, par exemple, je cherche des conducteurs de travaux. Bon, c'est une population qui est assez faiblement représentée sur les réseaux sociaux. Ils font pas des blogs de conducteurs de travaux. Ça viendra. À date, c'est pas la méthode la plus facile de les trouver. Donc, le boulot du chasseur de tête ou du cabinet de recrutement, c'est de s'adapter avec ces outils qui évoluent. Donc on est une profession, si on parle de l'influence d'Internet, dont on a plusieurs fois annoncé la mort en fait. Quand les sites emploi se sont développés avec des bases de données, on a dit c'est fini, on va mettre automatiquement en relation les candidats qui recherchent avec les entreprises, et puis les cabinets n'existeront plus. Bon, aujourd'hui, je suis un des plus gros clients de Thibaut, on vit très bien ensemble, on utilise les outils, nous on fait notre boulot en matière de valeur ajoutée, en donnant notre conseil, et puis en apportant ce qu'on sait apporter, c'est-à-dire que quelle méthode utiliser suivant la problématique. Fabrice, ça vous arrive quand même d'aller jeter un œil sur Facebook? C'est dans le réflexe de vos consultants, ou alors c'est vraiment le truc c'est une de nos LinkedIn ou d'autres? Pas du tout, c'est-à-dire que nous on a coupé c'est pas un tabou. On a coupé Facebook parce qu'on veut pouvoir garantir aux candidats
que nos consultants ne vont pas voir Facebook quand ils sont en contact avec eux. Donc on a donné accès à tous les réseaux sociaux professionnels, pas les réseaux sociaux personnels. C'est-à-dire que en fait. si moi je suis consultant chez Michael Page aujourd'hui, j'ai pas le droit d'aller sur Facebook. Ah, mais Il y a un ça, firewall. Ça ne fonctionne pas pendant toute la journée, il y a juste un accès entre midi et 2 qui est un accès personnel. Ah, c'est une info, Donc, ça. Ça évoluera peut-être. Hein. On parlera peut-être, c'est branch out, si je me souviens bien, hein, la filière professionnelle de Facebook. Donc si à un moment les réseaux sociaux deviennent à la fois personnels et professionnels, il faudra au niveau de la profession, il faudra au niveau des différents acteurs qu'on réfléchisse, parce qu'il y a des biais qui peuvent être très pervers, puisqu'on n'a pas le droit de prendre en considération l'aspect personnel des candidats, et donc il faudra pouvoir le garantir. Thibaut, c'est Aden Classified, c'est plein de choses, mais c'est en partie tout ce business des offres d'emploi online qui fait partie du groupe maintenant Figaro, qui est une aubaine pour le groupe Figaro. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche finalement des marques de dire on va mettre nos petites annonces sur Facebook, sur LinkedIn, on va les envoyer sur Twitter? Moi je vois de temps en temps sur mon fil Twitter, je vois des gars qui envoient des petites annonces et ils passent même pas par le groupe Figaro, dis donc. Alors, juste, si vous me permettez, je vais juste répondre à ta première question. Les mises au point. Première question, qu'est-ce qui a changé Internet? Et après, justement, Ouais. je passerai aux réseaux sociaux. Moi, je suis arrivé dans le groupe Figaro il y a 15 ans, à l'époque, pour commercialiser les offres d'emploi dans le Figaro Économie. Et à l'époque, le groupe Figaro a racheté Cadre Emploi il y a une douzaine d'années. La répartition, c'était 90% du chiffre d'affaires sur le print, 10% sur Internet. 10 ans après, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que 90% du chiffre d'affaires de Figaro Classifieds se fait sur Internet, concernant l'emploi, avec Cadre Emploi, Quel Job et Cadre Online, et 10% seulement maintenant sur le papier, le Figaro Économie. Donc le transfert entre le print et le web, moi je le connais depuis une dizaine d'années, on y a largement participé. Là on a un nouveau défi, c'est justement l'arrivée des réseaux sociaux. Alors il y a les réseaux sociaux, on va dire généralistes, les Facebook, les Twitter, Google Plus maintenant, des réseaux à l'intérieur de Facebook comme Breakout ou Binone aussi qui vient de sortir. Donc en gros pour nous, les réseaux sociaux généralistes, paradoxalement c'est une source de trafic. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cadre Emploi par exemple, un peu plus de 1% du trafic vient des réseaux sociaux, puisqu'on sait que le trafic de l'internet il s'est déplacé. Et aujourd'hui, il y a une partie de l'éditorial, par exemple, de Cadre Emploi, qui est mise sur les réseaux sociaux. Et par ce biais-là, on a un retour de trafic et un retour vers les offres. Donc ça, c'est le premier point. Vous tweetez pas les annonces? On l'a fait au début, on a tout essayé. Ben, ça a un faible intérêt quand même. On le fait sur des offres de geeks, ça on le fait. Mais pour le reste, ça a quand même un faible intérêt. Ce qu'on fait surtout en community management, c'est... les journalistes sont les meilleurs community managers, donc c'est vraiment de l'éditorial. Donc on intéresse les gens à travers l'éditorial, on les fait venir sur le site et puis par ricochet, ils peuvent découvrir les offres d'emploi. Donc ça c'est pour la partie réseaux sociaux généralistes. Et puis après il y a le défi des réseaux sociaux professionnels. Et qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Un truc très simple. Il y a 10 ans, quelqu'un laissait déposer son CV sur Cadre Emploi, il était en recherche. Et limite, son patron découvrait qu'il avait laissé son CV sur Cadre Emploi, il pouvait se faire virer, ou en tout cas convoquer en disant « mais comment ça, tu cherches un boulot », etc. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, parce que les profils, finalement, ce sont des CV, il y a que les patrons, certains patrons qui se disent « oh, ils sont sur LinkedIn, Viadeo », mais c'est pas pour ça qu'ils cherchent du boulot. Les profils sont devenus des CV, on va dire que c'est des CV light. Donc nous, notre enjeu maintenant, c'est de se dire, est-ce que les 3 millions de CV qu'on a dans nos bases, est-ce qu'on va pas les transformer en profil? Voilà, donc on a commencé avant l'été sur Cadre Emploi avec un service qui s'appelle Profil Public. Alors on le fait pas automatiquement, on propose aux internautes de le faire et de dire, rendez votre CV public et du coup, montrez-nous votre visage numérique. Parce que c'est vrai que le problème en fait des cabinets de recrutement ou des recruteurs, c'est le mélange des genres entre vie perso, vie professionnelle. Et il y a plein d'histoires de gens qui se sont fait virer ou qui ne se sont pas fait recruter, sauf qu'ils ne le savent pas, parce que ils avaient un comportement sur tel ou tel réseau social qui était qui pouvait ne pas attirer le recruteur. Mais Thibaut, vous êtes en train de me dire qu'en fait, on est passé d'un moment où on disait cette année, je refais mon CV,
à un moment où finalement le CV s'écrit en permanence, là où on l'a posté, sur le réseau social où on est, et où finalement c'est moins inquiétant pour l'employeur de savoir que 2 tiers de ses salariés sont en vitrine, en train de tapiner comme ça, là, tout en travaillant chez eux. C'est rassurant. C'est-à-dire que moi, des collaborateurs qui sont chassés, ça me rassure. Je me dis, c'est bon, j'ai les meilleurs, ils seront chassés. Ah ouais, on a changé de logique. Il vaut mieux, de toute manière. Voilà. Et du coup, je pense que l'enjeu derrière, d'ailleurs nous on l'observe, hein, on n'a jamais eu autant de CV mis à jour que depuis que les réseaux sociaux professionnels existent. Et c'est d'ailleurs un enjeu pour les internautes, c'est justement de faire en sorte que quand ils mettent à jour leur profil sur Viadeo, sur LinkedIn, ou quand ils déposent leur CV sur tel ou tel job board, à un moment, il faut que tout soit à jour. Parce que le risque, et ça c'est un peu la partie obscure de l'histoire, c'est que le risque, c'est que effectivement les histoires soient très différentes entre les différents réseaux, les différents job boards, et que l'internaute se fasse pas appeler, parce que le recruteur va se dire mais ça va pas, son CV, soit il est trafiqué, soit donc je vais pas l'appeler. Voilà. C'est une formidable prise de référence aujourd'hui, à mon avis, les réseaux sociaux pour les professionnels. En tout cas, les réseaux sociaux pro. Eric, le DRH que vous êtes et qui donc gère une population d'ingénieurs, plutôt donc des hauts potentiels, des mecs surdoués, etc., assez indépendants, individualistes. Comment ça se gère ces populations-là? Pas uniquement d'ailleurs dans l'entrée dans l'entreprise, mais ensuite, comment on gère leur vie numérique? Est-ce qu'il y a des chartes? Est-ce qu'on leur donne des consignes? Ou finalement tout le monde vit sa vie et tout cela n'est pas encadré véritablement? C'est encadré sans l'être en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a justement nous transposé les réseaux sociaux dans l'entreprise, puisque on a créé sous la forme, on pourrait appeler ça du crowdsourcing interne. Hein. C'était un brainstorming pendant 72 heures en 2008 où on a invité nos 20 000 collaborateurs dans le monde en fait à chatter, bloguer pour poster des idées sur la vie de l'entreprise. Et la première idée qui est ressortie, c'était de dire on aimerait bien avoir un Facebook maison. Donc on a monté ça. On a investi dans un projet assez important au travers d'une plateforme Lotus Connection d'IBM et on a monté un réseau social interne. Et ça marche aussi bien que Facebook? Alors, ça marche, oui et non. C'est-à-dire que ça part d'une demande de collaborateurs. Donc, on répond à une demande qui, a priori, devrait marcher. Et quand on regarde en France, on n'a que 16% de nos collaborateurs qui utilisent ce réseau social interne. Alors c'est moins vrai dans les pays du nord de l'Europe où là il y a beaucoup plus d'utilisation. Ce qui est certain par contre, et ce que ça amène, c'est que ça amène une communication qui est beaucoup moins conventionnelle. On passe du vertical finalement à l'horizontal. Et puis surtout quelque part, en fait les sociétés se brillent d'elles-mêmes en termes d'innovation parce que finalement on a accès qu'à une part infime de la richesse intellectuelle de nos collaborateurs, hein, quand on regarde bien. Donc avoir un réseau social interne, c'est permettre finalement à nos collaborateurs de les faire échanger, chatter sur des sujets, sur des items en interne, plutôt que d'aller le faire en externe, où on irait beaucoup plus difficilement récupérer l'information. Donc on l'organise pas vraiment, mais on a mis à disposition un outil finalement pour leur permettre de vivre leur vie numérique plutôt en interne qu'en externe. Et les Français sont très mauvais dans ce domaine-là. Ils préfèrent aller sur Facebook aux heures de déjeuner. Ouais, alors il y a 50% de nos collaborateurs en France qui utilisent Facebook, mais là je rejoins ce que disait Thibaut, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de la sphère privée Facebook. Ouais, d'ailleurs, vous en mêlez pas. On n'utilise pas du tout Facebook pour aller recruter. On utilise Facebook comme un vecteur d'image et de communication. Donc on a fait un social game par exemple en juin sur Facebook, un Sogeti Around the World. Donc on a invité tous les gens qui avaient envie de jouer. Donc on a eu 3600 joueurs. Donc il fallait liker sur 20 000 collaborateurs, c'est pas mal. Hein. Alors 3600 joueurs, dont 85% de hors Sogeti. Ce qui nous intéressait, c'était d'avoir des hors Sogeti, parce que là quand même, on essaye de créer un appel d'air. C'était pour draguer les ingénieurs qui se baladaient sur Internet. Bien sûr. C'est intéressant. Avant de jouer, il fallait que vous d'abord que vous likiez la page Meet Sogeti. Ah, il faut liker. Bon, c'est mieux, hein, ça nous fait des followers. Il faut savoir qu'on suit toutes les semaines le nombre de followers qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Si, vous êtes obsédé comme ça par l'audimat. Ouais. C'est des vrais informaticiens. En tout cas, moi, je pars d'un principe qui est assez simple, qui est de dire, vous avez intérêt à faire le buzz et la communication sur les réseaux sociaux pour votre entreprise, sinon d'autres vont s'en charger. Et ils vont s'en charger pas forcément dans le sens que vous avez envie.
de voir. Donc il vaut mieux prendre le truc à bras le corps. Mais simplement pour revenir sur ce jeu-là, on a eu 3600 joueurs en un mois et ça nous a permis de récupérer à peu près 400 profils de commerciaux et 600 profils d'ingénieurs. Puisqu'il fallait avant de jouer dire si vous étiez commercial, ingénieur ou autre. Donc il y a eu beaucoup plus d'autres, mais bon. Derrière, ça ne veut pas dire que c'est du recrutement direct. Je reviens à ce pourcentage que je donnais, 4% de recrutement via les réseaux sociaux. Parce que le réseau social, c'est pas du recrutement direct. Vous êtes sur des candidats qui sont passifs. Alors quand vous êtes sur les job boards, vous êtes sur des candidats actifs. 4% de recrutement via les réseaux sociaux. Fabrice, est-ce que c'est une proportion qui peut augmenter ou pas ? Ouais, elle va augmenter, mais ce qui était très bien dit, et c'est intéressant qu'on aborde sous cet angle-là, c'est qu'il y a différents types de populations quand on recrute. Les populations de candidats en recherche active, voire très actives, qui seraient au chômage, actives qui sont entreprises mais qui cherchent, et des candidats qui sont en recherche lente, et des candidats qui ne sont pas du tout en recherche. Et sur les réseaux sociaux, on a accès aux candidats en recherche lente et candidats en recherche passive. Avant, pour trouver ces candidats-là, il fallait, là c'est ce qui a changé, pour les cabinets de recrutement, des chargés de recherche qui allaient identifier des personnes dans les organigrammes des entreprises en faisant des scénarios, etc. Donc ce que ça permet aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Des scénarios, pour identifier quelqu'un qui a tel rôle dans une entreprise, il fallait appeler l'entreprise et puis se faire passer pour un journaliste et dire voilà, je suis David Abiker. Ah ouais, vous faisiez ça. Donc tout ça, fait partie des méthodes d'approche directe d'il y a plusieurs années, ne sont plus utiles. Les chargés de recherche peuvent directement utiliser les réseaux sociaux. Mais là où on y vient, c'est que les candidats qui ne sont pas en recherche, ils sont pas en recherche. Donc, ils ne vont pas se laisser séduire par n'importe quelle opportunité. Donc, quelqu'un qui a envie de recruter, ça ne change pas sa problématique de recrutement, ce qu'on disait tout à l'heure. Le conseil, soit qu'il doit recevoir, ou les décisions à prendre, pour pouvoir capter une population de candidats qui, a priori, n'a pas envie de venir. Et c'est plus facile pour les très grandes entreprises, très connues. Pour des plus petites entreprises, ça devient très compliqué parce que sur certaines populations, notamment je pense à l'informatique, avec des candidats qui sont très recherchés, il y a toute une partie des entreprises qui recrutent qui ont beaucoup de mal à rentrer en contact direct avec ces candidats parce qu'ils sont très sollicités. Donc là, il faut réfléchir à un autre mode d'approche ou en tout cas à un autre argumentaire que le contact direct. Alors j'ai des questions là sur la tablette qui viennent de la salle et des gens qui regardent l'émission sur Internet ou ici. Alors, j'ai un message qui regrette que vous soyez que des hommes. Donc ça, c'est assez classique et c'est assez tragique, mais c'est comme ça. Ensuite, quels sont les réseaux que vous suivez le plus ? Quel profil sur quel réseau ? C'est peut-être une question à vous, Fabrice, encore. Oui, alors les deux réseaux, donc Viadeo pour le middle management et puis LinkedIn pour middle up et top management. Avez-vous le réflexe de googliser les profils que vous recrutez ? Si oui, les résultats que vous trouvez influent-ils sur vos décisions ? Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais là c'est l'occasion de le faire. On s'est engagé, on a signé une charte qu'on a qui s'appelle Internet et réseaux sociaux. Les entreprises de Thibault sont également signataires. On s'est engagé avec plusieurs cabinets de recrutement à ne pas consulter les données personnelles. Donc ce dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie des décisions qui accompagnent cette charte. Donc ça évoluera peut-être dans le temps, parce qu'il faut qu'elle évolue cette charte, parce que les outils évoluent très vite, le web évolue très vite, mais ça répond à la question. Non, on ne googleise pas. Eric, vous googlisez ou vous attendez d'être chez vous, enfermé vers 2h du matin ? On va parfois googliser, mais sur des profils qui sont plutôt des profils de très haut niveau. Voilà, sur la grande masse, non ? Il n'a pas encore parlé, Dominique Busseau, je tease, parce qu'il va nous parler de la mobilité, mais on a mis sa présentation à la fin, puisqu'on va parler mobilité, RH et utilisation des tablettes. Mais allez vous intervenir quand vous voulez, Dominique. Je représente une petite PME, donc on ne recrute pas des gros volumes, mais ça n'empêche que nous, l'Internet, ça nous a permis de mieux sélectionner les candidats, et je pense aux candidats de mieux sélectionner leur employeur. Parce qu'effectivement, nous on googleise, on regarde quand c'est des profils assez pointus, on Facebookise ou peu importe le mot qu'on peut utiliser. Ou même copains d'avant, ça marche aussi. Copains d'avant, Viadeo, etc. LinkedIn. Et par exemple, un outil comme LinkedIn permet des fois de trouver des profils spécifiques qu'on ne pourrait pas trouver, ou alors il faudrait passer par des cabinets de chasse de tête, c'est un peu plus compliqué, plus long et plus coûteux. Et pareil, j'aurais tendance à dire pour le candidat, ça permet nous de mieux le sélectionner, parce que le candidat, quand il vient nous voir, souvent soit il a fait son homework, c'est-à-dire qu'il a fait sa recherche, il a googlisé l'entreprise,
l'entreprise, il a des informations clés, donc au moins on a l'impression qu'il s'intéresse à l'entreprise. Et puis également, il sait vraiment s'il veut venir, enfin, il est motivé ou il ne l'est pas. Et nous, quand on a pu googler la personne, on voit s'il y a une adéquation par rapport à son comportement perso, professionnel, et c'est vraiment très intéressant. Donc nous, on le fait parce qu'au moins, je dirais, c'est plus rapide, ça permet d'aller plus rapidement droit au but. Juste sur le même Thibaut. thème, on permet, nous, en fait, à l'ensemble des cadres qui sont sur le cadre d'emploi, dans la partie CV, quand les recruteurs arrivent dans la base de données de CV, d'avoir des liens vers leur profil sur les réseaux sociaux qu'ils souhaitent. Et pourquoi on fait ça ? Parce que moi, je m'appelle Thibaut Géminiani, il n'y en a pas 36 en France. Si je m'appelais Thierry Dupont, le risque, c'est que en fait, la personne que le recruteur va chercher sur tel ou tel profil ne soit pas le même Thierry Dupont que moi. Ah ouais. Donc, c'est important, effectivement, quand on a un nom assez commun, de pouvoir faire sa propre e-réputation. On a parlé beaucoup d'influence aujourd'hui. L'influence pour les cadres en particulier, elle est importante. Et de l'autre côté, pour les entreprises, je pense qu'une entreprise aujourd'hui peut plus juste faire de la communication corporate classique, parce que vous le disiez, de toute manière, le candidat, ils vont se renseigner. Très rapidement, à 1 ou 2 niveaux 2, ils vont avoir des gens qui sont dans la société et à qui ils vont poser des questions. Donc nous, on encourage les entreprises à beaucoup plus communiquer sur l'intérieur des boîtes. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des pages recruteurs sur les sites. Aujourd'hui, on incite les entreprises à aller beaucoup plus loin, à faire des liens vers leur fil Twitter, des vidéos d'entreprise, des photos de la localisation, à parler plus de leur politique RH. Pour éviter justement que les gens soient obligés d'aller chercher des informations. De toute manière, elles auront accès à ces informations, donc autant leur donner. Alors, je continue avec les messages qu'on a sur Twitter. Alors, Michael Page qui interdit Facebook à ses salariés, ça a été très traumatique, Fabrice. Les internautes... C'est pas interdit. Hein, la majorité des internautes français sont traumatisés par cette décision et ils vous demandent sur les mobiles aussi, parce qu'évidemment sur le mobile vous pouvez pas. Évidemment que non. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de son mobile. Je crois que c'est en lien avec l'engagement qu'on avait pris et qui est bien évidemment toujours valable. C'est une question d'éthique et de déontologie. On a dit voilà, on veut pas donner les moyens à nos consultants de pouvoir facilement avoir accès à ce qui est la vie privée des gens et qui n'a pas à être pris en considération dans un recrutement. Donc c'est une façon de symboliquement marquer cet engagement. Je voulais juste revenir sur le terme googliser, parce que pour moi googliser, c'est quoi ? C'est-à-dire, si on cherche quelqu'un, un expert en verre plat par exemple, on va taper expert en verre plat sur Google, on va pouvoir identifier des gens. Mais c'est pas googliser quelqu'un dans le sens où pourtant on utilise Google. Donc dans ce sens-là, on va utiliser Google. Toujours pour identifier pour lire la la phase d'approche directe. Par voilà. contre, googliser quelqu'un, mettre son nom et son prénom sur Google pour trouver des informations sur la personne, bon, je suis désolé de le dire, on est à la limite de la légalité. Donc, c'est pour ceux qui le font, c'est avec beaucoup de précautions. Ça dépend de l'utilisation qu'on va faire des informations sur lesquelles on tombe. Mais si on est amené à les utiliser pour prendre des décisions de recrutement, on doit s'engager quelque part à ne prendre en considération que les aspects professionnels sur lesquels on va tomber et faire fi des aspects personnels. Ce qui est pas facile, hein, mais c'est toute l'ubiguïté du monde dans lequel on est qui est complètement ouvert, qui rend très très difficile le management de ce type de situation. Mais il peut y avoir des aspects professionnels sur des sites de médias sociaux personnels. Par exemple sur Facebook, en fonction du nombre de followers, de type de personnes qui suivent la personne, ça peut donner des informations intéressantes. Je suis d'accord. Professionnelles. Je suis d'accord, et dans certains métiers, la porosité elle est vraiment très faible. Exactement, et c'est toute une réflexion que je mène avec des confrères en ce moment, parce que on est dans un monde qui va très vite. Comment un recruteur ou quelqu'un qui recrute en entreprise qui va tomber sur des informations qui mélangent le perso et le pro, comment cette personne-là peut faire abstraction, et peut garantir qu'elle fait abstraction de ce qu'elle va voir et qui est personnel, pour prendre sa décision de contacter ou pas la personne. Et on ne doit pas le faire, hein, on ne doit pas prendre en considération ces données personnelles, mais comment on le garantit quelque part ? On ne doit pas le faire, mais on est influencé d'une manière... Et c'est toute la question. Voilà. Alors que finalement, on ne devrait pas être influencé par une photo qu'on va voir que la personne a mise sur Internet pour prendre sa décision de recruter. Donc je ne dis pas que j'ai la solution, hein. Je dis juste que on touche là à des choses qui, à mon avis, vont évoluer dans les années qui viennent, qui ne touchent pas seulement la réputation, mais ça peut poser la question de l'accès à la photo de quelqu'un, par exemple, sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, il ne faut pas que les gens donnent accès à leurs photos uniquement à une partie de leur réseau qui est très proche, mais pas à tout le monde, parce que dans le cadre de contact, qui dit que la personne
est contacté ou pas en fonction de ma photo. Ça, faut demander à Marc. C'est Zuckerberg, parce que... Oui, exactement. Non, mais c'est un vaste sujet. Question sur un sujet qui est très à la mode, dont on parlait beaucoup il y a 2-3 ans, qui est la question du personal branding et de la façon dont les gens sculptent leur parcours professionnel en le mettant sur Internet et en le mettant à jour régulièrement. Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti les uns et les autres? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les candidats sont préparés pour ce numéro de claquettes permanent et personnel consistant à donner le meilleur profil où on est encore très très loin de la réalité? Ouais, oui, Dominique. juste, en fait, ce qu'on remarque souvent, c'est quand quelqu'un est en job, la plupart du temps, c'est assez passif. Les informations sont pas tellement mises à jour. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que tout d'un coup, sur LinkedIn, vous avez vos contacts qui mettent à jour des informations, parce que LinkedIn, ça vous envoie automatiquement ce qu'il a fait. Et puis, quelques semaines après, vous apprenez, comme par hasard, que votre contact n'est plus dans la société, la recherche d'un nouveau travail. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est fait juste en réaction par rapport à un événement qui devrait arriver dans peu de temps. Donc, on ne dit plus je suis au chômage, on dit je suis en plein personal branding. Voilà, c'est une manière de s'occuper comme une autre. Thibaut. Non, c'est une vraie tendance, mais encore une fois, ça concerne une petite partie encore des cadres et des candidats. Voilà, il y a peut-être un décalage aussi générationnel. Moi, cet été, ça m'a pas mal marqué. Dans mon environnement familial, il y a un jeune diplômé, et donc il me dit, il me regardait presque avec pitié, en me disant Figaro, cadre emploi, machin. Il me dit, mais maintenant, de toute manière, moi, ce qu'on m'a dit à l'école, c'est qu'il fallait que je dépose mon profil sur un réseau social professionnel et puis que j'attende pour trouver un boulot. Ah bah oui. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, peut-être que ça arrivera un jour, mais là, effectivement, tu vas attendre quelques années avant de trouver un job. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il y a un écart entre certaines générations qui sont nées là-dedans, pour elles c'est hyper naturel de faire partager leurs réussites, leurs expériences, voilà, et puis d'autres personnes sur lesquelles effectivement qui ne prennent pas spécialement conscience que sur Internet elles ont laissé plein de traces. Ces traces, elles sont pas toujours bien organisées, et aujourd'hui, nous, notre intérêt, c'est au contraire de leur faire prendre conscience que toutes ces traces, il faut les organiser, faire partager auprès de potentiels recruteurs, même si elles savent pas vraiment qui va aller voir leur profil ou qui va les googliser sur la toile. Donc l'intérêt, quand on est spécialiste de quelque chose et que il n'y a pas un article sur Internet qui montre que on connaît bien tel ou tel ce domaine, évidemment ça pose un problème. Donc c'est une prise de conscience, mais je pense qu'aujourd'hui la plupart des gens ne sont pas dans cette logique de personal branding. Voilà. Mais ça va venir. Ça se voit d'ailleurs au travers des photos. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a encore des photos qui sont pas terribles. Il y a encore des photos pourries. Pas franchement dans une mais démarche de personal branding. Mais vous n'avez pas le droit de recruter au faciès, vous le savez. Non, c'est pas ça. Mais c'est mal. Si vous voulez faire du personal branding, il faut avoir un peu de marketing quand même. Hein, d'accord. Donc, parlons de ces jeunes gens là qui, moi je m'intéresse toujours aux jeunes parce que ça éclaire l'avenir. Vous avez, on a dit la génération Y ou les gens qui ont 20-25 ans qui arrivent comme ça, qui se pointent dans l'entreprise aujourd'hui, qui est cette génération un peu Facebook, réseaux sociaux. Comment ils sont? Comment vous les trouvez? Est-ce qu'ils vous interpellent? Est-ce qu'ils vous posent des difficultés? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir affaire à des mutants? Parce que, pardonnez-moi, mais vous n'êtes plus des perdreaux de l'année, messieurs. Vous commencez à vieillir. Gentil, David. Ouais. Je crois qu'en fait, on idéalise un peu la young generation. Je ne sais pas si on l'idéalise, mais enfin bon, je crois que finalement, il y a beaucoup de partage de valeurs entre cette génération et la génération précédente. Clairement, c'est une génération effectivement qui a besoin d'aller vite parce qu'elle a toujours été interconnectée, qui est beaucoup plus à la recherche de missions que de fonctions. Donc, on est plus dans une succession de missions. Tant que tu m'apportes des missions intéressantes, je reste avec toi. Mais c'est pas tant la fonction qui m'intéresse, c'est plus le contenu, quoi. Mais il y a vraiment un partage de valeurs qui me semble commune. J'avais eu accès à une étude assez intéressante qui avait été faite par Euro-RSCG, je crois, et qui disait que chez les jeunes, le fantasme, c'est la famille. Le fantasme, c'est la famille. Oui, absolument, absolument. La tribu ou la famille? La famille. C'est-à-dire ça qui considère que l'entreprise, c'est un peu Friends ou c'est plutôt en fait, la petite maison dans la prairie? On est passé, je pense, d'un besoin qui était très paternaliste à un besoin qui est beaucoup plus maternaliste, finalement, encadrant et aimante, quelque part. Parce que tout le monde... Enfin,
ça fait appel à du bon sens. Mais dans le management, tout le monde a besoin de reconnaissance, tout le monde a besoin de se sentir utile, voire de se sentir aimé. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, et ça a toujours été partagé. C'est complètement intergénérationnel. Ça veut dire que vous, à la fête de fin d'année de l'entreprise, vous n'avez plus donné des casquettes ou des tablettes, vous avez donné des doudous. Et vous allez leur faire des câlinous. C'est ça, en fait, ce qui vous attend. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au doudou, mais je pense que vraiment de partager avec ses collaborateurs de façon assez transparente, tout en mettant un cadre, mais encore une fois dans une démarche de manager avec beaucoup de bon sens, encore une fois, de la reconnaissance. Ça suffit. Donc, et ça, c'était les générations d'avant voulaient ça aussi. Fabrice, comment ils sont alors moi c'est Thibaut, mais je veux bien. Pardon, Thibaut. Voilà. Pardon. Alors, non, en fait, je pense que la génération Y, c'est la génération Y, qui a besoin de comprendre. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est du sens. Ils ont bien compris, ce qui n'était pas tout à fait notre génération, que l'entreprise, elle est là pour faire du profit, elle n'est pas là pour créer des emplois. Que de l'autre côté, eux, ils viennent bosser pour gagner leur vie, mais pour être heureux dans leur vie et pouvoir faire plein de trucs à côté. Donc c'est super compliqué aujourd'hui de manager cette génération parce que pardon de te couper, mais de communiquer avec elle, parce que la petite annonce qui est un vecteur de com, on n'a pas le sentiment que le secteur est révolutionné aujourd'hui dans le message. C'est rejoignez toujours une équipe dynamique et voilà quoi. Oui, alors je sais pas si au-delà dans l'annonce, il y a au-delà de entreprise jeune et dynamique, il y a quand même des éléments sur les compétences, les profils recherchés, etc. Mais je pense que c'est surtout le problème, c'est pas tellement de les attirer, c'est surtout de les fidéliser. Et donc ils ont besoin de sens, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils travaillent. C'est vrai qu'ils sont plus attachés à des projets qu'à l'entreprise ou qu'au patron. Voilà. Et donc il faut réunir les conditions de travail, on va dire, qui fait qu'ils vont avoir envie de se projeter, de faire un bout de chemin avec l'entreprise. Mine de rien, tous ces nouveaux outils, alors je ne sais pas si c'est lié aux réseaux sociaux, mais la mobilité, en particulier des cadres, elle est très forte. On parle beaucoup de chômage, mais sur les cadres, il n'y a pas de chômage. Le taux de chômage, il est de 4%, donc c'est le plein emploi. On a un turnover qui est, à mon avis, cette année, qui se rapproche de 8 ou 9% chez les cadres, donc c'est énorme. C'était 5% en 2009. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je crois que de plus en plus, on aura des collaborateurs pendant un instant T. Ils partiront, il faudra toujours bien se séparer. Ils partiront, ils reviendront, et ils reviendront pour des projets. Donc si je suis ce que disait Eric... famille, mais aussi famille recomposée, décomposée en permanence. Parce que les liens familiaux, pour dire je t'emmerde, je me barre, c'est compliqué quand même. C'est ce qu'ils ont vécu. C'est la génération des parents divorcés, des familles recomposées. Donc pour eux, c'est... J'aurais tendance à dire la génération Y, elle a besoin de liberté, de transparence et d'être transparent. Et elle est transparente. Quand je parle de liberté, par exemple, vous parliez des nouveaux terminaux pour pouvoir faire du télétravail. Maintenant, des fois, quand quelqu'un va être recruté quelque part, le fait qu'il puisse pas utiliser son iPhone avec sa messagerie professionnelle, ça peut être un frein à son embauche parce qu'il se décide, moi, je veux pouvoir utiliser mes propres outils. Si je ne peux pas, à salaire égal, à société avec une attraction égale, je préfère aller sur celle qui me laissera amener mon propre device. Transparence, dès que la personne elle a eu son job, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va Facebooker, j'ai ce job, c'est super. Également, si elle est sur un projet qui est très intéressant, elle va le dire, elle va s'épanouir, on va en parler à ses contacts. Mais ce qui se passe, c'est quand elle est sur un projet qui ne l'intéresse pas ou que l'entreprise fait des choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord, elle va le dire également. Donc c'est compliqué pour l'entreprise de pouvoir gérer cette communication qui part dans tous les sens et c'est très difficile à maîtriser. Et le jeune, lui, il s'en moque. C'est transparence, in and out, c'est la même chose pour lui. Il n'y a pas de secret d'entreprise parce que dès que ça passe sur les réseaux sociaux, c'est très difficile de limiter ça, même si on peut limiter Facebook entre 9h et midi et 14h, 18h, mais le soir et le week-end, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Fabrice, avant de te laisser la parole, je lis quelques tweets, puisque c'est comme ça maintenant, les internautes, il faut leur donner tous les droits. Alors, limite de la légalité, que pensez-vous de l'irréputation que les internautes se travaillent au jour le jour ? Il fallait écouter, on en a parlé. Ne faut-il pas que les employés travaillent leur propre irréputation à titre perso pour se préparer quand les partenaires les googlisent ? On en a parlé, il fallait écouter. Up Forum, pourquoi on ne peut pas mettre un CV Do You Buzz sur Cadre Emploi ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire là tu dis ? C'est quoi un CV Do You Buzz ? C'est une société qui, en fait, justement, aide les candidats à construire leur CV. Je pense que
plus en plus, on va ouvrir toute la partie espace perso en fait du cadre, du candidat. On a commencé à le faire avec le profil public, j'en parlais tout à l'heure. On va aussi intégrer les API des réseaux sociaux professionnels, que ce soit LinkedIn ou Viadeo, dans la partie candidat pour qu'une personne qui postule à une offre... Ça, c'est super important. Je te coupe. Mais Parce je t'en que, prie. non, mais tu as répondu à la question et assez franchement. Mais c'est une génération qui vous oblige à mixer les marques. Vous étiez souvent dans votre précaré. Les marques adorent s'entourer avec des barbelés. Moi, je ne veux pas parler après lui, avant lui, etc. Et cette génération, elle vous oblige à mixer vos marques et à mixer comme elle mixe ses tables de mixage. Et ce que tu dis, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous allez ouvrir des clapets. Fabrice. Oui, c'est une génération qui demande à ce que les outils se parlent. Et elle est pleine de logique, hein, ça rejoint le constat qu'on faisait tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle demande un équilibre vie privée, vie professionnelle, mais pas un équilibre fixe à jouer des nouveaux outils. Elle demande de la transparence. Elle n'a pas envie de se faire balader par les entreprises sur des discours qui ne sont que des paroles et qui ne sont pas traduits dans les actes. Finalement, c'est beaucoup de logique, beaucoup de bon sens. Et on le retrouve sur les outils. Cette demande de connexion, effectivement, si je mets à jour mon profil sur LinkedIn, j'ai pas envie d'aller le remettre à jour sur une base de données cadre emploi, sur les fichiers Michael Page, et de faire 50 fois la même manip. Il y a un gars ou une fille qui a tweeté, d'après une étude, les candidats sont surtout sur Facebook, alors que les recruteurs sont surtout sur LinkedIn. Et il dit rendez-vous manqué, point d'interrogation. Il va falloir faire un grand gloubi-boulga de réseaux sociaux à un moment donné. Et organiser tout ça pour que les gens... Je veux bien avoir l'étude, mais au jour le jour, c'est pas ce qu'on constate. Hein. Donc, on a quelques centaines de consultants qui, notamment en France, travaillent sur ces outils. C'est pas ce qu'ils constatent. Mais je suis très preneur de l'étude. Hein. On va parler dans un instant du télétravail. Juste David. Eric. Facebook, c'est 20 millions d'internautes en France, c'est un internaute sur 2. Donc évidemment, tout le monde est sur Facebook. Hein. Ouais. Candidat, pas candidat. Candidat, pas candidat. On va parler du télétravail dans un instant parce que cette génération, elle a la bougeotte, elle a des outils qui permettent d'avoir la bougeotte. Dominique va nous parler de l'étude qui a été menée, il nous donnera des chiffres et il nous amènera vers une conclusion ouverte sur le travail à distance dont nous rêvons tous et qui fait l'objet d'ailleurs de pas mal de questions. Une question, quelle est la question que j'aurais dû vous poser à chacun ? Quelle est la question que j'ai oublié de vous poser, Thibaut ? Mobile. Avant de parler mobilité, c'est une vraie réalité sur l'emploi. C'est pas dans toutes les activités la même chose, mais c'est vrai que les job boards, au-delà des réseaux sociaux, ont une deuxième vie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Internet est sorti du PC, avec le mobile, les tablettes, après-demain la télé connectée, on a un nouvel Eldorado qui s'ouvre. Nous, c'est impressionnant, c'est-à-dire que on a sorti nos applis il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, sur Cadre Emploi, c'est les chiffres du mois de septembre, plus de 20% des annonces vues en 1 an le sont maintenant en dehors du PC, c'est-à-dire sur mobile et tablette. Donc c'est vraiment très très rapide. On a dû adapter d'ailleurs le moteur de recherche sur le mobile par rapport au PC, parce que c'est vrai que sur le mobile, quand vous recevez une notification push avec 150 offres, c'est trop. Donc on a fait du tuning pour qu'il y ait les offres les plus pertinentes possibles sur le mobile. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'en 1 an, c'est déjà 20% des annonces vues de ce qu'on a construit en plus de 10 ans sur Internet. Donc ça, pour nous, c'est un virage très important. Fabrice, quelle est la question que j'aurais dû vous poser ? Je suis très déçu parce que je pensais vraiment que tu me la poserais. Ouais, mais c'est pour ça que je te la pose à la fin. Et l'humain dans tout ça ? Et l'humain, on est au cœur du truc quand même. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui compte, nous on le voit au jour le jour, c'est le contact qu'on va avoir avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a les outils, mais et je pense que c'est vrai bien évidemment pour les entreprises également, c'est quand on appelle les personnes, quand on les voit, quand on échange avec elles, que ça se fait ou ça se fait pas, que ça matche ou que ça matche pas. Et c'est ce que cherchent aussi les gens. C'est-à-dire, au-delà des outils, au-delà d'avoir accès à des millions et des millions de personnes, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a un contact qui se fasse. Il y a un entretien. Et sur un recrutement, qu'il y a un mariage qui se fasse. Il y a un entretien. Il y a une excellente série sur Cadre Emploi sur l'entretien de recrutement, vraiment que je vous recommande. Eric, pas le mot de la fin, la question que j'ai oublié de vous poser.
En fait, vous avez oublié de me la poser, David, mais j'y ai répondu. C'était pour moi la transposition de l'utilité du réseau social dans l'entreprise, parce que je crois quand même beaucoup à ça, et parce qu'en plus, c'est devenu une offre pour Sogeti. Donc aujourd'hui, il y a des clients qui sont intéressés par cette démarche-là et qui se disent de plus en plus, finalement, un réseau social dans l'entreprise. On parle beaucoup de la messagerie, on entend beaucoup de choses autour de la messagerie. On entend même des entreprises qui disent qu'elles vont supprimer la messagerie. La messagerie aujourd'hui on parle beaucoup de stress en entreprise, de choses comme ça. Voilà. Et la messagerie, exactement. Et la messagerie, c'est quelque chose qui devient lourd, qui devient presque démodé. Enfin voilà. Donc, et je pense que le coup d'après, justement, c'est le réseau social, parce qu'on va passer d'un mode qui est subi à un mode qui sera délibéré. Je vais choisir d'interagir avec les autres dans mon entreprise sur le réseau social. Donc voilà, c'était le point qui les réseaux sociaux transposés à l'entreprise. Je me place de ce côté-là, évidemment. Pour moi, je pense que c'est le coup d'après, et que là-dedans, on va avoir des choses à tirer et des bénéfices à récupérer pour les employés et pour les entreprises. Merci à tous les trois. Dominique, c'est ton tour. Une étude sur la mobilité, donc on est directement dans cette génération. Elle a les outils, les équipements, et vous avez sondé, vous, chez NetMedia Europe ou France NetMedia Europe, allez, Wild Europe. Vous avez travaillé sur cette mobilité avec, d'un côté, vous vous êtes interrogé aux outils, au niveau d'équipement, et puis ensuite, surtout, c'est les conclusions qui nous intéressent. Tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est Pardon, combien de temps on a le droit à combien de slides? 5 minutes. 5 minutes. Donc 5 slides. Ça fait 5 slides. Donc en 2 mots, ce qu'on a fait, on a réalisé une étude cet été, au mois de juillet, au mois d'août, sur 750 personnes dans 5 pays en Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Donc c'est intéressant de voir les différences entre les pays anglo-saxons et les pays latins. Et on a étudié 3 types de populations: des directions générales, des directions métiers, direction marketing, communication, et direction commerciale, et également des directions des ressources humaines. Il doit y avoir une petite télécommande sur la table basse, et c'est le petit bouton vert. D'accord. Donc, les entreprises à l'heure de la mobilité, donc c'est les quelques slides de conclusion. Alors, non, malheureusement, j'arrive pas aux quelques slides de conclusion, donc je vais aller rapidement vers la fin. Ça va. Parce que là, sinon, ça va pas aller. Donc, je vous l'ai dit, 750 personnes, 5 pays. No stress. Non. Donc, je vous ai dit... c'est pas parce que c'est des transparents qu'il faut obéir. Moi, je dis on désobéit aux transparents. Je croyais qu'on allait de la slide 18 à 23, donc j'étais un peu étonné. Donc, comme je vous l'ai dit, donc par fonction, donc il y a eu des directeurs départements, des directeurs d'entreprise, des directeurs informatiques, et tout type de taille d'entreprise, moins de 50, entre 50 et 250, 250 et plus. On a étudié un peu quels étaient les équipements en terminaux mobiles. Donc, je vais rapidement, mais comme je vous le dis, l'étude sera disponible sur le site Hub Forum. La disparité entre pays. Quelles sont les marques utilisées? Les OS les plus utilisés. Là, chose intéressante, on voit qu'Android commence à monter fortement en puissance et est en train de rattraper l'iOS et BlackBerry. Les marques les plus utilisées en fonction de catégories socio-professionnelles. La perception de la tablette. Perception de ceux qui sont non équipés. Est-ce que la tablette en entreprise aujourd'hui, c'est considéré comme un joujou pour garçons et on dit range ça, tu t'amuseras tout à l'heure, ou ça commence à devenir un truc sérieux? On considère que ça va commencer à avoir une utilisation professionnelle. Surtout dès lors que certaines tablettes maintenant ont des capacités flash et autres qui permettent de faire des choses, et avec tout ce qu'on appelle le cloud et les applications embarquées. Le mobile device devient un terminal non intelligent, mais tout est dans le cloud. Donc on peut faire autant que si on était à son desk en toute sécurité, enfin pas selon les Allemands, mais principalement en toute sécurité. Une autre question, oui, pendant que j'y suis. Est-ce que la tablette sur le lieu de travail, notamment comme ça arrive quand on arrive à l'Apple Store, les gens ont leur tablette, ils accueillent les clients avec, etc. C'est une spécificité de l'Apple Store. Est-ce que ça peut bouger vers d'autres magasins qui ne seraient pas des magasins Apple et dans d'autres secteurs ou dans la grande distribution chez Carrefour, etc. Il y a de plus en plus de constructeurs qui lancent leurs tablettes. Bon, il y a Arcos qui est présent depuis longtemps, mais qui a un marketing beaucoup moins puissant. Non, mais je veux dire, est-ce que par exemple, demain on va au Virgin Megastore et le vendeur, il regarde sa tablette et il dit, j'ai un CD ou j'ai un machin, c'est là, c'est en rayon. Si je peux, pardon. Bien sûr. Je pense que oui, David. Par exemple, dans les banques, aujourd'hui, il y a certaines banques qui commencent à équiper leurs commerciaux avec des tablettes, alors des iPads ou autres, peu importe la marque, et qui accueillent le client et qui vont vendre des produits bancaires au travers de la tablette. D'accord, allez, on continue.
Donc voilà, je voulais arriver à quelques slides de conclusion. Donc le travail à distance, quelle est l'ampleur du phénomène? Donc déjà, on demande, est-ce que le télétravail, on a demandé est-ce que le télétravail est autorisé dans votre entreprise? Donc le télétravail est autorisé dans la majorité des entreprises, sauf en Allemagne. Je reviendrai dans quelques instants, pourquoi pas en Allemagne. La France devance légèrement les autres pays et il n'existe pas de différence significative en fonction de la taille des entreprises, c'est ce qu'on a constaté. Donc ça, c'est intéressant à voir. C'est dommage qu'on n'ait pas les pays nordiques, parce que moi, je me suis occupé de la Scandinavie et c'est une entreprise qui ne donnait pas un accès à distance, c'est une entreprise ringarde. Mais vraiment une entreprise arriérée là-bas. Alors, désolé, on a fait que 5 pays. Est-ce qu'on parle d'un vrai télétravail ou d'un télétravail? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ces 70 heures par semaine, on a le privilège de télétravailler de chez soi le week-end. Ça, c'est le télétravail qu'on connaît tous. Ou est-ce que c'est un vrai télétravail? C'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée. Demain matin, je viens pas. Travailler. Demain matin, je viens pas, j'ai envie d'être au calme, j'en ai ras-le-bol de l'open space, vous m'emmerdez, je veux pas voir votre gueule et je serai plus efficace à la maison. Voilà, j'ai un problème avec mes enfants, la garde de mes enfants, je peux être chez moi, je peux avoir accès à l'ensemble de mes informations. Il y a un gros double discours, on est bien d'accord, double langage, surtout en France. Enfin, ça évolue et dans les grandes entreprises, ça passe par un accord. D'accord. Donc il faut qu'on ait un accord avec les organisations syndicales pour pouvoir faire un vrai télétravail. Parce que derrière, il y a des questions d'assurance quand même et tout. Donc, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais moi je coupe toujours. Vous avez raison. Donc la deuxième question qu'on a posée, c'est est-ce que les ressources humaines encouragent l'utilisation des produits de mobilité? Et en fait, il y a une assez forte disparité et on voit que c'est en Italie, en majorité, ils le poussent. En France, c'est presque à 50-50, c'est assez équilibré. Et on voit que dans les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni et l'Allemagne, c'est pas très favorisé. Une des principales raisons, c'est le problème de la sécurité. Toujours, il y a une grande suspicion, et principalement chez le directeur informatique, ils ont peur de se faire pirater leur système d'information, donc ils ont tendance un peu à dissuader, donc les ressources humaines n'ont pas le droit de le pousser. Ouais. Et donc la théorie du bring your own device, amener votre propre outil, elle n'est pas très favorisée dans les pays anglo-saxons. Mais ce qui arrive aussi dans les entreprises aujourd'hui, c'est que finalement les entreprises sont dépassées par les outils qu'ont les salariés. Donc de toute manière, les directions informatiques sont complètement dépassées. Les salariés sont 10 fois mieux équipés. Ils achètent directement leurs équipements. Ils veulent juste que ça soit compatible avec l'intranet, les outils de la société. Mais on est complètement dépassé par nos propres troupes. Et justement, la prochaine slide, elle fait la bonne traduction. Est-ce que vous venez de dire, pardon, je l'ai loupé. Alors, est-ce que justement votre entreprise autorise ses collaborateurs à venir avec leur propre équipement mobile? On voit qu'en Espagne, les 3/4 sont d'accord. En France, une large majorité sont d'accord. En Italie, ça passe. Mais encore une fois, au Royaume-Uni et en Allemagne, ils freinent des 4 pieds là-dessus. Ils ne veulent pas que ça se passe comme ça. Parce qu'ils ont peur, justement, pour les problèmes de sécurité. Mais des fois, ça peut être un problème dans le cadre du recrutement. Je ne peux pas amener ma propre tablette. Je préfère aller voir ailleurs. Je ne suis pas à l'aise. Il nous reste 1 minute. D'accord. Alors, donc, je parlais de l'influence. Alors, le truc la plus intéressante, c'est... on parle de la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et effectivement, l'inconvénient de la mobilité, du télétravail, c'est où s'arrête mon travail. Est-ce que je vais au-delà de mes 70 heures ou pas? Et on a remarqué qu'en France, c'est la population qui se plaint le plus de cette porosité très étroite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ils ont l'impression que c'est un petit peu à fil à la patte, comme le considéraient les gens et les cadres il y a 10 ans quand ils avaient leur BlackBerry. Ah merci, j'ai un BlackBerry, mais maintenant je suis obligé de répondre 24 heures sur 24. Donc voilà. Donc ça augmente la productivité, la mobilité, mais ça a certains inconvénients, en l'occurrence la porosité entre la frontière personnelle et la frontière professionnelle. Voilà. Alors, un dernier exercice, c'était presque un jeu que je vais vous demander de jouer. C'est un mot pour définir l'année 2012 sur le marché du travail, ou le marché du travail en 2012. Juste un mot. Pendant que vous réfléchissez, je vous lis quelques tweets. Peu importe l'outil, virtuel ou non, la discrimination par l'âge continue. Pas de place pour les seniors en France. Là-dessus, c'est assez vrai finalement, puisque l'État prodigue des normes pour qualifier qui est senior. En France, on est senior à partir de 45 ans. C'est pas mal, hein? Plus jeune en SSD. C'est l'âge des premiers cancers, donc ça, voilà, c'est parfait. L'âge produit des normes tout à fait intéressantes. L'État produit des normes un peu tragiques quand même sur la vieillesse. On a fait un débat. Fabrice, on en a parlé ensemble, effectivement. On a un long vécu, quand le Fabrice et gouvernement moi. a confirmé qu'à 45 ans, on était senior.
c'était vraiment pas une bonne nouvelle par rapport à, justement, parce que nous, on est sollicités tous les jours par des candidats qui nous disent, mais comment je peux faire, je trouve pas. Alors que vous avez tous plus de 45 ans. Pas loin. Plus de 50 même. Alors, Non. mais bon, on est sur un marché, même si Thibaut disait tout à l'heure, le marché des 4 se porte plutôt pas trop mal. Il est malheureusement, donc mon mot, ça sera brouillard pour l'année prochaine. Il est malheureusement un peu chahuté en ce moment, et quand le marché du travail est un peu chahuté, c'est plutôt les juniors et plutôt les seniors qui en font les frais, parce qu'il y a moins d'offres. Mais attendez, voilà, si on est junior jusqu'à 25 ans et qu'on est senior à partir de 45, eh ben c'est bien le souci. Ça veut dire que maintenant bien les le souci avec cadres, le message qui a été donné. Les cadres ont des parcours professionnels et des durées de vie de top modèle. Avec des retraites allongées en plus. Bon, allez, un mot pour définir le marché du travail en 2012. Vous avez eu le temps de réfléchir. Thibaut. Élection. C'est vrai qu'il y a au moins 10 candidats. Non, et ça fait la liaison avec la question sur la discrimination liée à l'âge. Ouais. C'est-à-dire que au-delà de ce que peut faire le privé, les entreprises, etc., et c'est vrai qu'il y a un problème de politique peut-être de l'emploi sur les seniors, c'est sûr. On a allongé la durée de la retraite. Et à la fois, dans certaines SS2I, à 40 ans, tu es vieux. Voilà. Fabrice, un mot. J'ai cité tout à l'heure, donc c'est le brouillard. On est dans une conjoncture actuellement, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, parce que nous, on est au cœur de l'activité. Donc, quand les entreprises recrutent plus, c'est pas très facile pour nous. On est en plein brouillard sur l'année prochaine. On est en train de, on vous achètera. Faire des budgets, des forecasts, mais on ne sait pas. On sait absolument pas. On vous achètera des phares anti-brouillard si vous les avez pas. Éric, un mot. Je dirais tendu, parce que finalement tendu, ça peut être pris dans un sens comme dans l'autre. Tendu sur l'objectif. Voilà, tendu, ça peut être parce que peut-être que le marché sera quand même dynamique. Parce que je pense que ce qu'on est en train de vivre est très différent de ce qu'on a vécu il y a 3 ans, en 2009, ça n'a rien à voir. Et effectivement, je rejoins, c'est ce que dit Fabrice, comme on est dans le brouillard, ça peut être tendu dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Dominique. Je dirais incertain. Incertain. Donc, dans ce cas-là, les talents seront mis à l'honneur. Eh bien, dans ce climat d'incertitude, j'ai une certitude. Il y a un tweet qui est tout à votre honneur, qui dit « Le sujet RH 2.0 semble l'un des sujets qui passionne le plus, si j'en crois le nombre de tweets et de balloons du Hub Forum. » C'est un sacre, messieurs les quadras. Ciao. Merci. Eh bien, merci beaucoup à David Abiker d'avoir animé avec brio ce panel et à nos intervenants. Merci David. C'est Thibaut.